Alors, ma présentation va être simple, parce que je vais directement partager avec vous ce qui est contenu dans le Code des marchés publics concernant le concours d'architecture. Et actuellement, le texte qui régit le Code des marchés publics, c'est le décret présidentiel 15247 du 16 septembre 2015. Bien qu'il y ait une loi de 2023, je pense que c'est la loi 12-2023, elle est promulguée suite à la nouvelle constitution, mais elle est toujours pas en vigueur parce que, pour la simple raison qu'il n'y a pas de texte d'application. Donc en attendant les textes d'application de la loi, pour l'instant, nous travaillons toujours, et tout le monde travaille toujours avec le 15247. Donc par rapport à ce texte-là, qui est le texte dirigé, parce que je pense qu'on est là pour parler de la commande publique en matière de maîtrise d'œuvre ou en matière d'architecture. Donc toute commande publique est régie par le Code des marchés publics. Et principalement, les seuls articles qui parlent du concours d'architecture dans le Code des marchés publics, c'est l'article 47 et l'article 48. Ces articles-là, c'est-à-dire dans ces articles, on trouve 17, si vous voulez, 17 principes ou les 17 points. 17 points. Donc le premier point, ils ont défini c'est quoi le concours. Le concours est la procédure de mise en concurrence d'hommes de l'art. Et que ce n'est pas forcément les architectes, c'est toutes les personnes qui s'appellent hommes de l'art. Pour le choix, après avis du jury, c'était à l'article 48, c'est après, d'un plan ou d'un projet conçu en réponse à un programme établi par le maître d'ouvrage, en vue de la réalisation d'une opération comportant des aspects techniques, économiques, esthétiques ou artistiques particuliers avant d'attribuer le marché à l'un des lauréats du concours. Le marché est attribué après négociation du lauréat, donc négociation au lauréat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse. Donc dans ce point-là, on comprend qu'on parle d'offres avantageuses et non pas d'offres la moins disante. Et on parle aussi de négociation. Donc il y a déjà des points qui sont déjà avancés. Donc le concours, c'est la procédure qu'on réserve pour 5 domaines. Il y a le domaine de l'aménagement du territoire, le domaine de l'urbanisme, le domaine de l'architecture et de l'ingénierie, donc c'est là qu'on trouve l'architecture, ou des traitements de données. Donc l'architecture est l'un des domaines où on fait des concours. C'est-à-dire on utilise le concours pour contracter un marché. Alors, le marché de maîtrise d'œuvre n'est pas obligatoirement passé selon la procédure de concours que dans 2 cas. On comprend par cet article que si on a un projet à construire, la seule procédure qui existe, c'est le concours. On n'a pas une autre procédure. Et il n'y a pas de concours que dans 2 cas. C'est quand le montant est inférieur à 6 millions de dinars, qui est le seul marché, ou quand l'objet de l'intervention concerne un bâti existant. Donc il n'y a pas de concours quand l'objet du marché concerne l'intervention sur un bâti existant ou sur un ouvrage d'infrastructure ou ne comportant pas de mission de conception. Mais il y a quand même un fait, c'est que dans tous les cas, même quand il ne s'agit pas d'un marché, on dépasse les 6 millions, nous sommes obligés de mettre en place un jury. Donc en tout cas de cause, un jury est désigné pour donner son avis sur le choix du plan ou du projet. Donc on comprend par là que depuis 2015, dans toute mission de maîtrise d'œuvre, on est obligé d'installer un jury, même quand il s'agit d'une petite intervention de rien du tout. Ils ont mis en bas les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées autant que de besoin par l'arrêté du ministre chargé des Finances. Mais cet article-là, ce texte-là, on ne l'a jamais vu. Donc, il y a aussi le point 4 qui est très important,
c'est que on devient encore plus exigeant en disant que le concours est restreint ou ouvert. Enfin, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Le concours est restreint ou ouvert avec des exigences de capacité minimale. Mais juste après, on ajoute le concours de maîtrise d'œuvre est obligatoirement restreint. C'est-à-dire quand il s'agit d'un concours d'architecture qui est suivi de maîtrise d'œuvre, où là on fait un appel d'offres, c'est-à-dire on choisit un architecte pour aller vers la maîtrise d'œuvre, on est obligé d'aller vers un concours restreint. Et le concours restreint, vous allez comprendre par la suite, c'est deux phases. Nous avons la phase présélection et la phase offre technique, offre prestation. C'est très complexe. Le cahier des charges du concours doit comporter un programme et un règlement du concours. En outre, il doit prévoir les modalités de présélection, le cas échéant, et d'organisation du concours. Il y a la phrase suivante est aussi importante, c'est que pour la première fois, on parle de l'enveloppe financière prévisionnelle des travaux. Donc avant 2015, quand on lance les projets, on ne sait pas combien le projet il doit coûter. Là, on nous laisse faire, des fois on fait n'importe comment. Il y a des confrères et des consoeurs qui font un peu dans la concurrence déloyale, ils font des prépas, etc. Mais apparemment, c'est un peu réglé par cet article, puisqu'il dit que dans le cas d'un concours relatif à un projet de réalisation de travaux, le cahier des charges doit préciser l'enveloppe financière prévisionnelle des travaux, qui est différente, la notion, elle est différente du code objectif. Le code objectif est une notion, et ici on parle d'enveloppe financière prévisionnelle. Est-ce que c'est fait sciemment ou c'est fait par... on ne sait pas pourquoi ils ont choisi deux concepts différents, puisque dans la maîtrise d'œuvre, nous on a l'habitude d'utiliser le code objectif. On n'a pas l'habitude d'utiliser ce... Oui, donc c'est deux notions différentes qu'il faut accrocher quelque part. De la position où on est. Donc, on va aller vers le point 7. Donc, on nous explique c'est quoi le restreint. Le restreint, c'est que les candidats, dans le cadre d'un concours restreint, les candidats sont invités dans une première phase à remettre uniquement des prix des dossiers de candidature. Donc, la première phase, on remet ce qu'on appelle un dossier de candidature uniquement. Après l'ouverture des plis, des dossiers de candidature et leur évaluation, seuls les candidats présélectionnés sont invités à remettre des plis de l'offre technique, des prestations et de l'offre financière. C'est-à-dire qu'un concours, si on résume, un concours il est composé de quatre offres. Nous avons le dossier de candidature, l'offre technique, l'offre de prestation qui est le projet architectural et aussi l'offre financière. Donc moi je conclue là que c'est vraiment complexe comme procédure. Le service contractant peut fixer dans le cahier des charges le nombre de... Cette phrase, elle est là, mais à ma connaissance, elle n'a jamais été utilisée, elle n'a jamais été appliquée, parce que chacun de nous la comprend comme il l'entend. Le service contractant peut fixer dans le cahier des charges le nombre... Certains l'appliquent. Peut-être, mais moi... J'ai découvert avec surprise à l'occasion de... Moi, je ne l'ai jamais rencontré. Le service contractant peut fixer dans le cahier des charges le nombre maximum de candidats qui seront invités à soumissionner après présélection à 5. Là, cela suppose qu'il y aura un classement et non pas une présélection dans la candidature. Ça veut dire qu'on prend les 5 meilleurs. Donc c'est une notation et non pas une présélection. Là, ça devient autre chose. C'est une sélection par notation. Puis avec la période, nous on se battait pour qu'il y ait compensation financière pour les 5 candidats. On va arriver. Peut-être c'est pour ça qu'ils l'ont mis. Peut-être c'est pour ça qu'ils l'ont mis. Alors, le concours est déclaré infructueux dans les conditions prévues à l'article 48 du code présidentiel suscité, à savoir lorsqu'aucune offre n'est réceptionnée. Vous allez comprendre que ce point-là est un peu différent du code d'avant, de 2010. Là, on parle de 3 plis. Là, on dit quand une seule offre. C'est-à-dire quand il n'y a pas au moins une offre. Quand il n'y a pas une offre, on dit que c'est infructueux. Par contre, dans le 2010, on parle de 3 offres minimales, le minimum. À savoir, lorsqu'une offre, aucune offre n'est réceptionnée, ou lorsqu'après avoir évalué les offres, aucune offre n'est déclarée conforme à l'objet du projet et au contenu du cahier des charges, ou lorsque le financement des besoins ne peut être assuré. Dans ce cas, le service contractant peut recourir au gré à gré après consultation dans le respect des dispositions du présent article. Alors, maintenant, on arrive au jury. Alors, cette phrase, je la trouve assez belle, assez correcte, mais dans la pratique, c'est autre chose. Donc, les prestations du concours sont évaluées par un jury composé de membres qualifiés dans le domaine et considérés, qualifiés dans le domaine considéré, et indépendants des candidats. Qualifiés
Dans les pratiques, c'est autre chose. La composition du jury est fixée par décision du responsable de l'institution publique, du ministre, du wali ou du président de l'Assemblée populaire communale concernée. C'est-à-dire que le jury, il y a une décision d'installation, il y a une décision de composition des jurys. Les indemnités sont attribuées aux membres du jury du concours selon des taux et des modalités fixées par décret. Je sais qu'ils l'ont fait. Il y a un décret qui fixe, oui, il y a un décret qui fixe les indemnités pour le jury, mais ils n'ont jamais fait le décret qui fixe l'indemnisation des lauréats. C'est-à-dire quand il s'agit de l'administration, parce que les jurys c'est l'administration, donc ils se sont fixés à eux-mêmes machin, mais pas pour les autres. L'article 13, le service contractant est tenu d'assurer l'anonymat des plis. Là aussi c'est une bizarrerie. Le service contractant est tenu d'assurer l'anonymat des plis des prestations du concours avant leur transmission au président du jury. L'anonymat de ces plis doit être assuré jusqu'à la signature du procès-verbal du jury. Le procès-verbal du jury, accompagné de son avis motivé, faisant ressortir éventuellement la nécessité de clarifier certains aspects liés aux prestations, est transmis par son président au service contractant. Dans le cas où le jury fait ressortir la nécessité, ça on n'a jamais vu en fait. Dans le cas où le jury fait ressortir la nécessité de clarifier certains aspects de prestations, le service contractant saisit par écrit les lauréats ou les lauréats concernés afin d'apporter les précisions demandées. Leurs réponses écrites font partie intégrante de leur offre. Je n'ai jamais rencontré ce cas-là. Aucune information relative au montant de l'offre financière ne doit figurer dans les plis parce qu'il y a tellement de plis, on risque de se tromper et de mettre le prix, donc on ne doit pas les mettre. Aucune information relative au montant de l'offre financière ne doit figurer dans les plis de prestation, mais dans les plis des offres techniques sous peine de rejet des offres. C'est clair. Normalement, le service contractant peut, il dit peut, pas doit, peut verser des primes aux lauréats du concours conformément aux propositions du jury, selon des taux et des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'Habitat et du ministre chargé des Finances pour les projets de construction de bâtiments. Ça dénonce ce qui nous concerne. Quand il s'agit d'autre chose, c'est d'autres ministères. Mais ils n'ont jamais fait cet arrêté, c'est pour ça qu'on n'a jamais pu être indemnisé. Là, on est arrivé au 17e point, c'est la fin de l'article 48. Donc c'est les seuls, dans le code des marchés, c'est les seuls points qui définissent le concours. Nous n'avons rien d'autre. Tout le reste, quand ils font un concours, tout le reste, ils le ramènent vers les mêmes articles que l'entreprise. Donc là, par rapport à tout ce que nous avons, dit là, et l'article 67, nous allons vous présenter comment une offre de concours doit être présentée. C'est-à-dire il y a une sorte de format, comment ça doit être fait. Donc, dans le cadre du concours, l'offre contient, en plus des plis de dossier de candidature, comme je vous l'ai expliqué, de l'offre technique et de l'offre financière, un pli des prestations. Ça veut dire que par rapport aux entreprises, les entreprises de bâtiments ou les autres entreprises, ils ont les mêmes choses. À part que nous avons encore le pli de prestations. C'est ça la différence. Donc, le dossier de candidature, c'est la partie un peu complexe de notre offre. C'est que on parle de capacité. C'est-à-dire que la candidature est basée sur la capacité de l'architecte ou du maître d'œuvre ou du candidat. Alors les capacités, elles sont réparties en trois capacités. Il y a la capacité professionnelle qui nous se résume à l'agrément ou la qualification. La capacité financière, c'est tout ce qui est ancien, c'est les chiffres d'affaires des années précédentes. Et les capacités techniques. Les capacités techniques, elles comportent 3 points. Nous avons tout ce qui est référence professionnelle, les moyens humains et les moyens matériels. C'est ça la forme que définit le Code des marchés publics actuel pour un dossier de candidature d'un concours. Malheureusement, c'est comme ça. L'offre technique, elle est composée en dehors, bien sûr, de la déclaration à souscrire, du cahier des charges que tu dois signer et tout. Nous avons ce qu'on appelle un mémoire. Un mémoire technique justificatif, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, qui peut comprendre. Alors, qui peut comprendre? Ce n'est pas forcément obligatoire, mais qui peut comprendre les moyens humains et matériels, pas les moyens de tout à l'heure. C'est les moyens à consacrer au projet considéré.
Ça veut dire que cela suppose que dans la candidature, tu présentes tous tes moyens. Et là, tu présentes les moyens que tu vas mettre à la disposition du projet. C'est différent. C'est différent. Parce qu'il y a une règle qui dit que tout ce qui est dans la candidature, tu ne dois pas le retrouver dans le... Parce qu'il y a un amalgame, dans le texte. Alors pour régler ça, ils ont dit qu'il a, c'est tous les moyens, c'est comme ça qu'on nous l'a expliqué dans les séminaires et tout. Là, c'est tous les moyens. Et là, c'est ce que tu vas mettre pour le projet. Et on ne les note pas de la même manière. Et on les note... non, avant on ne les note pas, on ne les voit pas. Si ça, كاين جزء ما كانش ما تجوز. C'est l'éligibilité. Mais c'est beaucoup de chapeau. C'est l'éligibilité. Le problème se pose lorsque un architecte gagne 2 concours avec le même ouvrage. À ce moment-là, on ne sait plus comment faire les calculs. Alors, donc le prix de prestation. Donc si tu es un architecte, tu ne peux pas faire 2 projets. Il est noté sur un des projets. Le prix de prestation, il est défini, le prix de prestation en Corée. C'est le projet architectural en fait. Peut-être que c'est la chose la plus facile pour nous parce que c'est ça, c'est le projet architectural. Et puis nous avons l'offre financière. Donc c'est comme ça que se présente un concours d'architecture. Donc on décide qu'on est le Haja, on le dépose en premier, on va les évaluer, voir si on est éligible ou pas. Après on nous écrit, ou là, des fois on nous écrit, des fois on fait un placard publicitaire. Des fois on publie, des fois on publie. Pas de fois on nous appelle. Des fois, on nous fait écouter. Et on nous dit, voilà, vous êtes éligible au concours. Maintenant, ramenez-nous. Vous avez 21 jours, 45 jours, un mois. Ramenez-nous maintenant le concours. Le concours pour eux, c'est quoi? C'est l'offre technique, c'est le projet architectural et l'offre financière. Voilà. Donc là, je vais me permettre de faire une petite comparaison avec juste le décret présidentiel antérieur. Que sincèrement, après avoir pratiqué ce 15247, je trouve qu'il est légèrement mieux. Actuel. Non, celui de 2010. Pour le concours. Hein. Enfin, c'est mon avis. Je vais vous le dire. Je vais vous le dire tout en l'exposant. Donc, alors, l'article 47, alors, le 15245, c'est l'article 47 et 48. Au niveau du décret 1936, il y a un seul article. C'est l'article 34. Alors, je vais aller rapidement pour voir combien de points. Finalement, nous n'avons que 11 points. Nous n'avons pas 17, nous avons 11. Alors, le point 1, c'est la même chose. Ils ont copié exactement la même chose. Le 2, c'est la même chose. Mais au point 3, on ne parle plus, avant, on ne parlait pas de candidature, on parle de technique, l'offre technique. C'est-à-dire que tout ce qui concerne moyen, on le met dans l'offre technique. Après, on n'a que le concours, on n'a pas une deuxième offre technique. C'est ça la différence entre le 2010 et le 2015. Le 2010, avec l'offre technique, tu mets tous tes moyens, tous tes trucs là-bas, on te demande des trucs, tu les mets. Mais si tu es présélectionné, on s'occupe uniquement de l'architecture et de la... C'est pour ça que je considère qu'il est un peu... on s'occupe uniquement de l'architecture et du Ah oui, il n'y a pas l'addition. Il n'y a pas... C'est vicieux. Hein? C'est vicieux. Voilà. Donc, mais nous avons par exemple l'infructuosité si tu n'as pas 3. Dans le 2015, c'est 1. Par contre, c'est 1. Non, mais vous disiez que le décret de 90 limitait l'offre technique. On a un premier palier, puis on passe au palier de l'offre de l'architecture et du film. Des prestations. Le deuxième, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est la candidature. La candidature. Tu candidates. Après, tu fais aussi une offre. Après, tu fais une deuxième offre technique. Ce qui est à peu près similaire, l'offre technique. C'est-à-dire Tu mets des moyens aussi. C'est des moyens, c'est de la connerie aussi. Elle est notée. Elle est notée. Exactement, c'est ça le travail. Tu fais une offre candidature. C'est pour ça que je suis sélectionné. C'est l'offre technique. C'est pour ça que je trouve que le prix est un peu plus fluide, un peu plus correct. Et je suis incapable. C'est pas toi qui s'occupe de ça. S'il vous plaît.
Elle n'a jamais compris. Je vais finir. S'il vous plaît, on va essayer de laisser demander Romain des interventions plus tard. Il y a un temps qui est. Il y a un temps qui est. D'accord. Alors, je termine. Donc, la différence entre l'autre, comme j'ai dit, c'est au niveau de l'infructuosité. Là, on parle de 3, minimum 3. S'il n'y a pas 3, donc c'est un peu lourd aussi. Peut-être que c'est mieux là, mais... Le service contractuel est d'assurer l'anonymat, ça c'est la même chouquette là, tout à l'heure. Les prestations du concours sont évaluées par un jury, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même phrase. Les prestations du concours sont évaluées par un jury composé de membres qualifiés dans le domaine considéré et indépendant du candidat. C'est exactement la même phrase. La composition du jury est fixée par décision du ministre ou du wali, c'est exactement la même chose. Le procès-verbal du jury il est passé. Par contre, là, il y a une petite intelligence quand même. Dans le sens, oui, on a l'impression que le 15247, tellement on veut recourir au concours, que le concours a perdu son sens. C'est-à-dire, n'importe quoi laisse le concours. Après, les gens ils commencent à en avoir marre, ils font n'importe quoi. Par contre, dans le 2010, il y a quand même une petite logique. Enfin, je crois. Le service contractuel peut verser des prix. Donc, dans le point 11, ils ont dit la liste des projets qui doivent faire l'objet d'un concours est déterminée pour chaque secteur par arrêté du ministre, du wali concerné. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il y a des projets qui nécessitent un concours, qui nécessitent un investissement, mais les autres, peut-être des petits projets de moindre importance, feront l'objet d'une procédure un peu moins coûteuse et un peu moins compliquée. C'est pour ça que je considère qu'on doit peut-être revenir un peu en arrière pour mieux. Là, je termine. J'ai une série de... Je vais juste une petite... J'ai une série de... Par rapport à tout ce que je viens de dire là, j'ai une série de recommandations qu'on va dire après, pour un peu essayer... Par rapport à ce point-là, je ne parle pas d'autre chose. Hein, uniquement les liens avec le code de marché. Je vous remercie.